Salut à tous, bienvenue pour le 3e podcast de Dynamic Step. Aujourd'hui, je suis très bien accompagné parce que je suis avec Myriam. Myriam, aventurière de Koh Lanta. Salut Myriam. Ouais, mais salut Mathieu, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Bon, faut dire qu'on se connaît d'avant aussi. On se connaît bien d'avant, Voilà. très bien. Bon alors, comment tu vas? Bah ça va, franchement, je suis revenue en pleine forme là. Ouais, Donc il y a eu la finale de Koh Lanta le 4 juin, mais nous on a fini de tourner en décembre dernier. d'accord. Donc là, tout va très très bien. Bon bah écoute, parfait. Je te propose qu'on parle un peu justement de comment tu as préparé un peu ton Koh Lanta, parce que c'est vrai que tu m'en avais pas du tout parlé. Non, Et j'étais, je pense comme beaucoup, étonné de te voir à la télé, très agréablement surpris. bah Je t'ai oui, vu quand même en forme, parce Oui. que tu es quand même allé loin dans l'aventure. oui. Comment tu t'es préparé? Voilà, tout simplement. Ouais. Bah, alors du coup, j'en avais pas parlé parce que c'était le secret. D'une, c'est interdit par la production D'accord. parce que faut garder la surprise. Et de deux, je voulais vraiment garder la surprise pour tout mon entourage et que ce soit voilà la L'événement découverte. de l'année. Ouais, c'est ça, la découverte pour ceux qui me connaissent bien quoi. Et comment je me suis préparée? Ça fait des années moi que j'ai ça en tête, Ouais. donc ça fait plus de 15 ans déjà que j'ai ce projet qui me travaille, qui me trotte et dans la tête. Et du coup, l'idée c'était de garder mon entraînement classique. Tu sais que je suis volleyeuse, toi Oui. t'es basketteur, on a ce sport co là qui est en commun. Et donc l'idée c'était de continuer à être volleyeuse le plus naturellement possible et à ajouter un petit peu de crossfit pour Ouais. avoir une condition physique, parce que le volley n'apporte pas une condition physique exceptionnelle quoi. Donc l'idée c'était de pouvoir ajouter une prépa physique intense. Et en fait je suis simplement allée dans une salle de sport et j'ai continué à faire des cours collectifs, des cours dans des salles de sport qui permettent d'être complets. Ok. T'as commencé quand? Donc l'aventure commençait, par exemple, je sais pas quand elle a commencé. L'aventure, elle a démarré en octobre 2020. D'accord. Et en octobre 2020, tu as commencé ta préparation physique justement en salle de sport. À partir de quand? Alors, on va dire que quand j'étais quasi sûre de partir, enfin, on est toujours sûr de partir que 3 semaines avant. D'accord. Mais sauf que si tu commences à t'entraîner 3 semaines avant, Bah, c'est trop un tard. petit peu en retard. Ah, c'est pour ça. Donc, on va dire que dès le début des castings, dès le mois de mars, je me suis dit que si je partais au mois d'octobre, comme c'était plus ou moins convenu, il fallait que je mette les bouchées doubles. Donc, on va dire que de mars à mi-octobre, j'ai vraiment T'as bossé. fait quand même une vraie Ouais. préparation, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et après, je m'étais dit, bon allez, dès que je suis sûre de partir, dès que j'ai la date, je m'entraîne à l'équilibre, je m'entraîne au cochon pendu. Et en fait, j'ai pas eu le temps du tout. T'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps du tout. Et je voulais m'entraîner au tir à l'arc, j'ai pas eu le temps du tout. Et en fait, c'est les compétences de mes 20 ans en amont qui font que j'ai pu aller aussi loin dans l'aventure. Ah, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à un moment, t'as un métier à côté aussi. Bah c'est ça, Et t'es maman aussi. c'est ça. Et donc, t'as plusieurs métiers à gérer. Et, Ouais. et il fallait en plus que tu te prépares pour une belle aventure Bah ouais. qui demande quand même des capacités physiques. On est Bah d'accord. c'est ça, c'est ça. Et donc, oui, donc tu pouvais pas tout faire. Ouais. Bah non, je pouvais pas tout faire, c'était compliqué de gérer mes enfants qui eux-mêmes sont sportifs de haut niveau, qui ont énormément d'entraînement, donc faut gérer leurs allers-retours. J'ai ma journée de travail Ouais, comme bah, tout t'as le ta journée monde. de travail, hein. En plus de ça, tu sais que j'organise de gros événements sportifs autour du volleyball, donc ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis il faut se reposer, donc donc ça prend beaucoup de temps, mais Faut à la partager fois. du temps aussi avec sa famille, parce que tu vas plus la voir après pendant un bout de temps. Bah c'est ça, Donc, c'est ça. On sait qu'on part au max 1 mois et demi. En tout D'accord. cas, on espère partir 1 mois et Ouais. demi, parce qu'il y en a qui reviennent plus tôt que prévu. Mais l'idée, c'est de se préparer et de partir le maximum de temps que possible, quoi. Ok. Donc tu voilà, t'es- donc, c'était. tu t'es préparé physiquement Ouais. en salle de sport donc sur le crossfit. T'as pris un coach ou t'y allais un peu, t'as fait ton programme, tu t'es un Et ben peu en fait, préparé? j'avais prévu de prendre un coach à la Ouais. base. Je m'étais dit sur les 2 mois précédents le départ, je m'étais dit que j'allais prendre un coach. Et en fait, le directeur de la salle m'a dit, écoute, le mieux c'est que tu sois un maximum polyvalente, à savoir travailler tout ton corps et le mieux c'est de faire, on a prédéfini un programme de cours collectifs et en fait à savoir des pumps où c'est un petit mélange tu dois connaître un peu des mélanges de muscu qui sont pour tout le corps, Ouais. des cuisses abdos fessiers assez classiques. Après il y avait des cours de cross training que je faisais et en fait je me suis établi un planning comme ça pour vraiment toucher à tout et aller finalement le plus loin possible. Parce que être très bon dans une discipline, c'est pas ce qui permet d'aller très loin, en tout cas pas tout le temps sur Koh Lanta. Ouais, donc t'as vraiment choisi un entraînement où t'as lié le côté cardio C'est ça. et le côté un peu musculaire, mais toujours dans cette notion de cardio, pas musculaire comme on pourrait l'imaginer C'est ça. sur des machines. Et la grande question que j'ai, c'est pourquoi les cours collectifs du coup? Les cours collectifs, c'est vraiment ce qui, moi, fait que j'arrive à me dépasser parce que je me challenge à travers les autres sportifs de la Ouais. salle. Et puis du coup, en termes de planning, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est calé pour la semaine.
Sinon, je sais que j'aurais tendance à pas y aller parce que flemme, parce que si je me cale un planning avec des heures, je sais que j'arrive à l'heure. Ça allait te motiver à y aller. C'est ça. Okay. Et moi, j'ai misé sur la polyvalence un max. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai. Ça là-dessus, je pense que moi, je suis vraiment convaincu de ce côté-là. Et le fait d'aller chercher un peu ce côté mix cardio, force, c'est vraiment intéressant, surtout pour une épreuve comme Koh-Lanta. Et ce côté un peu court, tu t'en servais vraiment en boost en fait. Bah, c'est ça. Et puis le côté court collectif, moi, il me sert personnellement parce que je viens d'un sport collectif. Donc en fait, seul, c'est ça. Seul, je me sens genre pas inutile, mais je sais pas, ça a moins d'impact. Mentalement, je trouve que quand tu t'entraînes seul, je sais pas, c'est bizarre, j'arrive pas. Je viens pas de ce milieu-là, moi. Et tu vois, j'ai essayé de faire un peu de tennis, j'y arrive pas parce que du coup, je suis seule sur mon terrain comme ça, en face. Tu vois, c'est trop bizarre. Et le côté courco, c'est ce qui me représente le plus, quoi. Parce que, encore une fois, on vient de sport collectif, donc c'est là où je suis le plus à l'aise, quoi. Et j'imagine, tu dis que tu as gardé secret, mais est-ce que tu as un peu lâché l'info, notamment à la salle de sport au coach, pour leur dire il faut que tu me prépares un peu plus spécifiquement sur ça? Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit du tout. En fait, ils t'ont fait un programme en pensant que tu venais juste venir reprendre la forme, en fait. Ouais, c'est ça. Je leur ai dit que j'avais des objectifs, que j'avais un objectif pour le début d'année de la rentrée scolaire. Et non. Franchement, voilà. Surtout qu'en plus, déjà d'une, t'as pas le droit de le dire. Et de deux, si tu t'aventures à le dire et que finalement tu pars pas, après, ça se... la honte, quoi. Donc non, je me suis pas aventurée à le dire. Et après, ils ont vu la surprise au mois de mars, quoi. Et tu sens, est-ce que tu as senti pendant l'aventure que ce programme-là t'a aidé? J'ai senti, dans l'aventure que le programme m'avait aidé parce que finalement, alors, je sais que ma faiblesse, c'est le haut du corps. D'accord. Et j'en étais consciente depuis le début. Mais j'ai essayé dans ma prépa de diminuer un max mes faiblesses, mais de garder un max mes points forts, à savoir les jambes. Donc, du coup, le tout, c'était de stabiliser, trouver un juste milieu sur le corps complet, quoi. D'accord. Et je savais que de toute manière, en équipe, on allait forcément se compléter. Donc, je me suis dit, moi, j'apporterai la hargne que j'ai et le côté leader. Qu'on a très bien vu, d'ailleurs. Je pense que la production t'a beaucoup entendu. Ouais, légèrement. Ça, c'est le cas de le dire. J'allais baisser les micros souvent. Mais t'as baissé les micros, ouais. Mais bon, c'est une de tes forces aussi. Et c'est pour ça que je pense que le sport collectif te va si bien. Parce que tu dégages une énergie pour encourager et booster les autres. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai souvent été chef d'équipe et du coup capitaine. Et ces dernières années, je ne l'étais plus vraiment. Et ça m'avait vraiment manqué. Et je m'étais dit, putain, mon objectif, c'est ce que j'avais dit pendant les castings, mon objectif, c'est d'arriver dans une nouvelle équipe et qu'on me fasse confiance naturellement sans que j'ai à expliquer, à m'imposer. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au début de l'aventure où Aurélien et Laetitia étaient nos capitaines. Et Laetitia était beaucoup plus discrète. Aurélien m'a pris de côté en me disant, écoute, sois co-capitaine avec moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta hargne. Et j'ai refusé ce poste-là parce que du coup, c'est un poste qui est dangereux. Ouais. Mais à la fois, j'étais hyper flattée de me dire, putain, il n'y a pas que dans le volet où je suis reconnue, tu vois. Tu l'as pris aussi naturellement à un moment donné, avec votre groupe de tête que vous avez créé. Ouais. Tu l'as pris naturellement. Et ça, c'était intéressant de te voir aussi dans ce rôle-là, que moi, je te connais très bien de ce côté-là. Oui. Donc, c'était très, très sympa, en tout cas. Ouais, c'était cool. Non, moi, j'étais flattée. Et par rapport à tout ce qui est justement, tu disais travail d'équilibre, peut-être la piscine aussi, la natation, l'apnée, je ne sais pas. Donc, tu n'as pas eu le temps de faire des choses. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire, en fait? Ce que j'aurais aimé faire quoi en entraînement, tu parles? Ouais, peut-être. Ou toi, quel conseil tu donnerais? Quel conseil tu donnerais maintenant a posteriori? Qu'est-ce que tu aimerais faire mieux sur ta préparation si demain tu devais repartir à Koh-Lanta? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire mieux? Peut-être travailler un peu plus les bras. Ouais. Franchement, je pense que ça m'a manqué. En force ou en endurance? Ouais, j'aurais dit plutôt en endurance. À un moment donné, sur une épreuve où on devait se détacher. Ouais. On avait une ficelle qui était accrochée à des barres en fait, et on devait se faufiler à droite à gauche. Et en fait, faut savoir que t'as rien dans le ventre, t'as mal dormi, donc t'as pas les performances que t'aurais eues en temps normal. Quoi qu'il arrive. Mais ça n'empêche que j'étais la dernière de mon équipe. Bon, j'avais 5 mètres de plus à enlever, mais j'étais quand même pas dans les premières. Ouais. Et ça, tu vois, je sais pas trop comment j'aurais pu m'entraîner pour arriver à être meilleure. C'était du cardio qui me manquait, de la rapidité. Je suis très très lente. Enfin. Je vais tenir longtemps, mais en rapidité, tu vois. Tu vas pas être explosive, quoi. Ouais, je suis pas explosive du tout. Et dans rien, en fait, j'arrive pas à être explosive. Donc, je sais pas, ça, c'est un travail de longue haleine, je pense. C'est ça, ouais. Et puis, c'est peut-être là, en fait, la différence avec le fait peut-être d'avoir pris un coach, tu vois. Oui. Qui aurait pu peut-être plus spécifiquement travailler sur tes besoins. Ouais. Donc, que toi, tu ne maîtrisais pas.
ou que tu n'avais pas conscience aussi, tu vois. Bah ouais. Et mais ma question, c'était aussi, tu vois, est-ce que tu, connaissant maintenant un peu les épreuves, Oui. bon, après, quand on regarde Koh-Lanta, on a un peu une vision de ce que peuvent être les épreuves, mais c'est vrai qu'on ne les vit pas. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut les vivre pour vraiment les connaître. Maintenant que tu les as vécus, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Par exemple, est-ce que tu te mettrais un entraînement spécifique en natation? Est-ce que tu te mettrais des trucs? Tu sais, par exemple, quand je prends la natation, tu as dû passer, toi, tout ce qui est, par exemple, ramener de mannequins, tu sais, pour avoir les brevets de secourisme. Je sais pas. Est-ce que tu te le mettrais en entraînement? Est-ce que tu ferais de la skyline, par exemple? Est-ce que tu pousserais, en fait, ce spécifique Koh-Lanta? Ouais, je pense. Le comble, c'est que mes enfants, je les emmène 5 fois par semaine à la natation. Ils s'entraînent 3 heures par jour. Mais alors moi, je mets jamais les pieds dans l'eau. Ils préparent le futur Koh-Lanta, c'est ça? C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et je les dépose devant la piscine, mais je mets jamais les pieds dedans. Donc natation, je pense que ça aurait pu aller faire gagner quelques secondes sur des relais dans l'eau. Mais tu le ferais pas naturellement pour un prochain, par exemple? Non. D'accord. Je le ferais pas plus parce que finalement, ou alors faut que tu t'entraînes 1 an avant, quoi. Oui, non, mais tu vois, mais 2 mois, t'entraîner 2 mois avant, tu limites les dégâts, mais tu perfectionnes pas. Quoi. Non, mais d'accord. Tu fais pas de perf en t'entraînant 2 mois avant. C'est soit tu as des compétences, je pense, qui sont déjà ancrées depuis des années, soit tu minimises les dégâts. Ouais. Mais la slackline, ouais, ça aurait été cool d'avoir le temps de le faire, carrément. Mais finalement, elle nous aurait pas forcément servi. Non, cette année, il n'y a pas tant d'épreuves qui... Et puis finalement, moi, je me suis rendu compte sur la toute première épreuve où on devait traverser la poutre. T'as plutôt été à l'aise. Ouais, tu vois, que j'étais à l'aise. J'ai donné la technique à mes camarades. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup la technique et après, il faut juste l'appliquer, quoi. Le juste, entre guillemets. Mais à force d'observer et finalement... Ouais, donc tu as vraiment misé sur tes forces. En fait. Tu t'es dit, il faut que et minimiser tes faiblesses. Il faut que j'aille travailler spécifiquement ça. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est ce qui va, entre guillemets, sur le peu de temps que j'ai, le plus me servir. Bah, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment minimiser les dégâts. Parce que finalement, ton entraînement, c'est vraiment un entraînement que tu as fait pendant 10, 15, 20 ans, tu vois, finalement. Donc ouais, non, franchement, allez, on va dire que si j'avais dû plus travailler, si j'avais pris plus le temps, ça aurait été pour travailler le haut du corps. Okay. Et l'intensité. Et pour revenir sur cette notion de avant, après on parlera de pendant et après. Avant, moi j'ai une question qui me taraude parce que c'est vrai que j'aime beaucoup manger. Est-ce que avant de partir, peut-être le jour ou la semaine d'avant, tu t'es fait des gros repas, histoire de bien être calé et de ne pas, entre guillemets, subir derrière? Bah, je me disais, à la fois, il faut que je prenne du poids. À mort du poids parce que, du coup, pour avoir un maximum de réserve, mais à la fois, à l'écran, tu n'as pas envie d'être un sumo, tu vois, donc c'est compliqué. Et d'ailleurs, je ne me suis pas reconnue. En fait, finalement, j'ai pris du poids la semaine qui a précédé le tournage, mais dans le confinement. D'accord. En fait, on était confinés pendant une semaine, donc 3 jours à Paris et 4 jours en Polynésie. Et en fait, tu es dans ta chambre, tu n'as pas le droit de sortir parce qu'il y a le Covid et machin. Ouais. Et en fait, tu fais pas d'activité du tout. J'ai essayé d'en faire un peu dans ma chambre d'hôtel, mais franchement, c'était hyper compliqué. Tu as vite mal à la tête, il n'y a pas d'air, il fait chaud. Et en fait, j'ai pris quasiment 3 kilos en une semaine, à la semaine où j'étais confinée finalement. Mais non, je me suis pas tapé genre des gros repas en me disant c'est le dernier. C'est le dernier. Mais je me suis pas privée, mais j'ai pas fait genre je suis en boulimie avant de partir, tu vois. Au contraire, le but c'est quand même de perdre du poids, mais j'ai pas mal regardé d'interviews d'anciens aventuriers qui disaient qu'ils étaient venus justement trop sveltes et qu'ils avaient puisé dans leur réserve beaucoup trop tôt dans l'aventure. C'est exactement dans ce sens-là que j'y pensais, tu vois. Mais ça, tu vois, allez peut-être un mois et demi avant de partir, j'ai eu l'info, tu vois. Je suis allée la chercher l'info. Sinon, j'aurais fait comme tout le monde. Je me serais dit, vas-y, j'arrive toute fine et tout, je perds 5 kilos. Pour bien passer à la télé, mais à la fin, ça t'aurait peut-être cassé ton aventure. Quoi. C'est ça. Et au final, j'ai puisé. Moi, j'avais pas faim, contrairement à tous mes camarades, tu vois. Parce que j'ai puisé dans mes réserves, à la 3e semaine. L'astuce que tu donnerais, c'est quoi qu'on t'a donné et c'est quoi que tu donnerais aujourd'hui? Je pense qu'il faut partir avec quelques kilos en plus. Okay. Moi, je suis partie à la base, mon poids de forme, c'est 58 kilos. Je suis pas très grande, hein. 58. Là, je suis partie à 61. Ouais, et tu as pris 3 kilos en plus. Et voilà. Et j'en ai perdu que 6 au bout de 3 semaines et demie. Ouais. Donc au final, j'en aurais perdu 6 quoi qu'il en soit, mais je suis arrivée, j'étais encore en forme. Tu vois, j'étais à 55 kilos. C'est ce que j'allais dire. Voilà, tu n'as pas tant perdu que ça finalement par rapport à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Mais parce que par rapport à ton poids de forme, mais parce que tu avais déjà, entre guillemets, upgradé le truc. Quoi. C'est ça. Au bout de 2 semaines, je commençais à puiser dans mes réserves. Donc c'est là que j'ai perdu mes 3 kilos supplémentaires, on va dire. Okay. Mais ce qui fait que je ne me suis pas sentie faible, contrairement à mes camarades hommes surtout,
qui eux ont perdu 10 kilos en 3 semaines, quoi. Et pareil, le sommeil, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, il faut peut-être que je fasse plus de sieste avant, ou alors il faut que je fasse une grosse nuit la veille, mais la veille on sait que tu es stressé de pouvoir partir. Est-ce que tu as réfléchi un peu ça, ou alors franchement tu y allais mais vraiment au feeling? Le sommeil, j'y suis allée à la cool, parce que tu as beau dormir pendant 3 semaines non-stop, la seule nuit que tu fais ou que tu dors à moitié, du coup ça te rend KO, et les 3 semaines que tu as dormi là, 24 heures sur 24, c'est tellement le sommeil, il peut tellement te fracasser en une seule nuit qu'au final tu puises pas t'as pas des réserves d'heures de sommeil dans ton corps, tu vois. Donc ça non, et franchement moi je suis bonne dormeuse, je m'adapte au sol, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Il a plu beaucoup, mais à la fois la première nuit on s'est fait avoir parce qu'on se disait il faut qu'on se couche tard, comme ça on profite et tout, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir, du coup tu dors pas et t'es KO le lendemain. Donc les fois d'après on dormait tôt, comme ça on s'est dit s'il pleut au moins on a nos heures de sommeil déjà dans le corps, tu vois. Donc ça c'était cool. Ça tu vois c'est une bonne astuce. On s'est fait avoir les 2 premiers jours. Donc toi tu conseilles justement sur l'aventure de dormir pour gérer tôt. Le sommeil, de dormir tôt. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer dans la nuit. Tu peux avoir un imprévu, une grosse pluie, et au final, tu dors pas, quoi. Ou tu dors mouillé, tu dors mal. Donc, tant que tu peux bien dormir, fais-le, quoi. Et froid? Tu as eu froid pendant Nous, en Polynésie, non. Il fait pas froid, contrairement aux Fidji, où j'ai eu pas mal de retours d'anciens aventuriers, où il faisait vraiment, vraiment froid. Et Polynésie, nous, franchement... Même avec le vent? Pluie, vent, pas froid? Franchement, pluie, vent, pas froid. Humide, forcément, mais frais, mais genre pas froid. J'ai pas souvenir où j'ai eu froid de ouf. Non. Après, quand t'es mouillé, c'est pas agréable. Mais en plus, nous, on n'avait pas le feu les 10 premiers jours. Donc, pour le coup, c'était vraiment désagréable, mais il faisait pas froid. Genre, je n'ai pas de souvenir d'être congelée comme ça, tu vois. Comment tu as vécu justement le fait de ne pas avoir le feu dans les 10 premiers jours? Ah là, c'était horrible. De ne pas avoir le feu, putain, c'était... c'est ce qui nous a soudés chez les jaunes de fou. Mais c'est ce qui vous a donné de la niaque, en fait. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est encore très, très proches. D'accord. Pour une grande partie. Parce que c'est des souvenirs qui sont gravés, et c'est des galères qui sont gravées en nous. Et on pourra pas l'expliquer, et on pourra pas nous les enlever, quoi. Donc c'était dur. Et on se disait, putain, on est vraiment des merguez, c'est abusé. Quand tu dis c'était dur, qu'est-ce qui était dur justement? C'était dur de se dire que les autres avaient le feu et pas nous. Psychologiquement, tu veux dire? C'était ça. Tu te dis que tu es dans une compétition et eux ont le feu avant nous. Tu vois, donc c'est une bataille de perdu déjà. Et tu peux pas manger, donc ils sont forcément plus compétents que nous en face parce que eux ils ont du riz, ils ont de quoi manger. Oui, non, tu peux pas manger, tu veux dire. Tu peux pas manger chaud. Tu peux pas manger de façon optimale, mais vous arriviez quand même à vous nourrir. Non, pendant 10 jours on n'a rien mangé. Vous avez nous en Polynésie, t'as pas de manioc, t'as pas de banane, t'as rien du tout. On a bouffé des bigorneaux crus, mais franchement au bout du 3e bigorneau comme ça là, t'es gavé, quoi. Il y en a plein en plus qui les ont pas digérés. Donc je te dis que pendant 10 jours on n'a rien mangé. Même de cru t'avais rien. On a essayé de manger des crabes crus. Donc là l'impact physique est vraiment... Il est chaud, Il est chaud, Et justement, pour revenir sur l'impact physique, les épreuves. Parce que c'est la question que tout le monde se pose à un moment donné aussi. Moi, le premier, est-ce que c'est dur? Parce qu'on voit les épreuves, après on voit des gros plans, on vous souffrez, etc. Est-ce que c'est vraiment des épreuves qui sont compliquées? Est-ce que toi, tu as vécu des épreuves, clairement, où aujourd'hui, tu en as marre, mais ou des épreuves où tu étais vraiment plus à l'aise? Quelles sont, par rapport aux épreuves, quelles sont ton ressenti aujourd'hui? Les épreuves où j'étais le plus à l'aise, c'était les épreuves en équipe où il fallait qu'il y ait un leader, que quelqu'un donne de la voix. D'accord. Et tu vois, l'épreuve des radeaux, par exemple. J'allais venir. T'allais venir à celle-là. J'ai une image qui me vient en tête, c'est l'épreuve des radeaux, et on t'entend gueuler dans tous les sens, et tu fais gagner ton équipe derrière. Et encore, je gueulais bien plus, c'est pas beaucoup. Ils ont baissé les micros. Ils ont baissé les micros. On voyait beaucoup Magali d'équipe rouge, mais moi je gueulais bien plus. Je me suis dit, putain, les pauvres. Mais ça a rendu, ça a donné une victoire, quoi. Mais et puis c'est ce qui t'a fait connaître aussi. Parce qu'à partir de ce moment-là, t'es passé sur le vent de la scène en disant, c'est peut-être Myriam qui est justement la capitaine, comme tu disais, tu vois. Ouais, pas faux, j'avais pas analysé ça. Moi, je l'ai vraiment vécu. C'est pour moi ton aventure, en fait, personnellement. Je l'ai vécu sur. Ça y est, elle sort de son cocon et allez, on l'entend et ça y est. Elle était bien trop calme avant. Là, on la reconnaît. Je commence à te connaître un petit peu et bon, je savais que ça n'allait pas durer très longtemps. C'est clair. L'épreuve des radeaux, c'est franchement, j'ai versé une larme en finissant parce que je me suis dit, putain, j'ai montré à mon équipe que j'étais là. C'est celle que tu te sentais le plus à l'aise. Que j'étais présente. On avait vu ton objectif. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait Thomas, Mathieu et Elodie qui étaient avec moi sur le radeau. Et on s'était bien accordés, ils m'écoutaient. Il y avait Mathieu qui râlait un peu. Et c'est tout le temps moi qui rame. Je lui rame et tais-toi. Et au final, ça a collé et ça a mené à la victoire. Donc franchement, j'étais vraiment hyper fière. Donc une des épreuves dans lesquelles j'étais plus à l'aise, c'était forcément celle-là.
Et après, celle qui était la plus dure et la plus douloureuse, c'est celle où on faisait le cochon pendu avec des... Les tout petits roumains. Non, le cochon pendu, c'était sur des cordes. Ah oui, sur les cordes. Et alors, le temps n'était pas de la partie. Et en plus de ça, c'était genre hyper douloureux. Et là, ça a vraiment laissé des séquelles physiques avec des bleus, des congestions. Quand il dit à un moment donné, parce que sur ces genres d'épreuves, à un moment donné, on voit nous à la télé, on nous dit bon, on est parti. Hop, des fois, tu as des coupes de plans et dit bon, bah attends, ça fait 45 minutes que tu es dessus. C'est le vrai temps ou pas? C'est le vrai temps. D'accord. Bien sûr que c'est le vrai temps. Ah, donc il y a des épreuves qui sont vraiment longues alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un moment, quand tu dois te préparer, on ne voit pas ça à la télé, mais quand tu dois te préparer pour t'installer sur ton obstacle, celle-là particulièrement, le temps que tout le monde s'installe, le temps qu'on s'accroche tous, tu dois avoir peut-être... Ils essayent de faire vite, mais bien 1 minute, 1 minute 30 donc tu perds sur l'épreuve. Le temps qu'ils enlèvent les échelles, parce que là, forcément, il a fallu que tu montes sur la corde. Tu as bien 1 minute, 1 minute 30 et tu dis, putain, là, c'est long. Oh, ça va être long. Ça va être long. Et c'est là que psychologiquement, tu commences déjà à te dire, waouh. Et là, le chrono n'a pas démarré. Tout le temps de préparation, il n'a pas démarré, le chrono. Et par rapport à ça, sur les épreuves, parce que c'est vrai qu'on vous voit des fois partir à fond. Enfin, nous, à la télé, on vous voit partir à fond. Est-ce que vous avez une phase d'échauffement? Eh ben, pas du tout. D'accord. Pas du tout. T'attends beaucoup. T'attends avant l'épreuve, le temps que forcément toute la technique finisse de se mettre en place. Ils nous font venir forcément quand tout est prêt, mais il suffit qu'il pleuve, il suffit qu'il y ait un gros coup de vent, il faut qu'ils protègent toutes les caméras, tout le matériel. Donc, tu peux avoir des temps. Pourtant, on voit des épreuves où il y a la pluie, justement. Ouais, mais ça n'empêche qu'il y a eu un moment où il a fallu couvrir les caméras, parce que des fois, ça commence, il fait grand soleil, et en plein milieu, il se met à pleuvoir. Donc, il faut soit arrêter, soit couvrir, soit... Donc ça, c'est la partie technique qu'on voit pas, mais forcément, ça enlèverait de la magie. Mais t'as pas d'échauffement. T'en as, ou en tout cas, il te laisse très peu de temps, parce qu'au final, t'attends. Et une fois qu'ils te disent que c'est parti, en fait, tu t'échauffes, tu te dis bon, c'est parti. Finalement, la technique, elle prend un peu plus de temps que prévu. Oui, donc tu te déséchauffes. Il ne sert plus à rien. Et en fait, et finalement, tu vas sur place. Donc les premières fois, on essaie de s'échauffer, coups, machin, du genou. Parce que je pense que la première fois, tu te fais avoir. Après, tu le fais plus. Hein. Ah ouais. Après, tu le fais plus. Tu y vas et c'est parti, quoi. Ouais. Et advienne que pourra. Et advienne que pourra, c'est ça. D'accord. Et tu as eu des petites douleurs physiques, musculaires, genoux, tu vois, peut-être dû à ce manque d'échauffement ou aussi dû à la fatigue, très clairement. Hein. Oui. Mais t'as eu des douleurs, toi? Moi, non, j'ai pas eu de douleur, musculaire. Ou les choses qui t'ont gêné physiquement? Non, franchement, j'ai pas eu de douleur à part pour l'épreuve de la corde, mais ça a été le cas pour tout le monde. Où vraiment ça nous a cisaillé l'intérieur des coudes et l'intérieur des genoux. Là, c'était vraiment douloureux, mais c'était pas musculaire, quoi. Ouais. C'est vraiment des bleus qui sont créés, quoi. Non, le dos, pourtant j'ai quelques soucis de genoux. J'essaye de faire attention. Enfin, ça arrive comme ça tous les 2 ans. J'ai un peu mal, je fais attention. Là, j'ai rien eu du tout. Ni cheville, c'était vraiment mon appréhension. Ouais, c'était l'appréhension. Ouais. Et sortir sur blessure, il y a rien de pire. Donc non, moi j'ai pas eu. Psychologiquement, je pense que c'est très dur. Hein. Ouais. Tu t'es préparé psychologiquement un peu à Koh-Lanta? Ouais, psychologiquement, je suis prête depuis 20 ans. Hein. Ouais, mais t'as pas fait une démarche de dire je vais faire de la méditation, je vais faire de la sophrologie, je vais voir quelqu'un. Ouais. Non, tu t'es pas. Pour moi, je n'ai pas trouvé ça utile. Non, je trouvais pas ça utile parce que j'ai pas une personnalité, un tempérament qui fait que j'ai besoin d'être rassurée, besoin d'être prête. À partir du moment où j'ai envoyé mon dossier de candidature, pour toi, c'était fini. mon cerveau il était calé, il était prêt. Quoi. Et ta vision, c'était quoi? C'est-à-dire que tu voulais aller jusqu'à où? Ma vision, c'était de gagner. On est d'accord. Forcément. Mais ma vision, mon premier objectif, c'était d'être reconnue en tant que leader officieusement. Ça, tu l'as eu facilement. J'ai eu facilement. Est-ce que tu t'es dit, je vais dans l'aventure, hop, cet objectif-là, validé. Et après, maintenant, je passe à mon objectif 2, où tu t'es dit, non, je veux faire ça. Tu vois, j'ai comment justement ce côté psycho, tu l'as managé un peu? J'ai estimé sur place que j'avais validé un de mes objectifs, mais sans le définir forcément clairement, en sortant des radeaux. Okay. Parce que du coup, on avait eu l'équilibre avant, et où j'avais fait de belles performances, j'avais aidé Sylviane qui avait galéré et tout ça. En tout cas, j'avais pas été le boulet de l'équipe du tout. Et les radeaux. Tu vois, je m'étais dit, putain, là, je me suis dit, oh, elle démarre vraiment bien cette aventure. Donc là, tu vois, premier check. J'étais déjà contente des 3 premiers jours. Et après, je m'étais dit en partant, va falloir que je me fasse discrète, que je me fasse pas trop remarquer, parce que on sait que je suis pas très discrète à la base. Et je l'avais dit au casting, j'avais dit, moi franchement, dès qu'il y a un truc qui va pas, je le dis, mais je vais essayer de pas le dire et tout. Et en fait, sincèrement, au bout du 4e jour, tout est ressorti et tu peux pas faire croire que tu es quelqu'un d'autre. Ouais. C'est impossible. Ce qui arrive, franchement, bravo. Moi, j'ai pas réussi et à la fois, je voulais pas finalement, parce que je voulais être appréciée ou pas, en fonction de qui je suis vraiment. Je pense que c'est dur aussi dans un milieu qui est
hostile, Ouais. bon, même si vous êtes surveillé, protégé, hein, attention, Oui. mais qui est quand même hostile à la survie, parce que comme tu dis, 10 jours sans manger, Ouais, c'est chaud. et avec des qualités de sommeil qui sont plutôt médiocres, avec des épreuves physiques, c'est quoi, hostile pour le corps. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, c'est dur de faire semblant. C'est dur. Et la partie la plus dure, c'est la partie sociale, finalement. C'est la vie en communauté, qui est extrêmement difficile pour beaucoup d'aventuriers, finalement. C'est même pas tant, hein, parce que physiquement, on est quasiment tous prêts. C'est du fake. Mentalement, l'aventure, c'est du fake ou pas? L'aventure, c'est du fake, non. Les relations sociales. Tu peux. Ça peut être de la stratégie à un moment donné. Ouais. Mais je veux dire, c'est quoi? C'est vous librement qui gérez ce côté-là, avec les interactions. Ah oui, bien sûr. Okay. Ça veut dire que si t'as pas envie de parler avec quelqu'un, si t'as pas d'affinité, il n'y a rien qui t'oblige à le faire. Et donc du coup, quel conseil tu donnerais pour créer des liens, créer des amitiés, parce que vous ne connaissiez pas du tout avant Koh-Lanta. Ouais. Donc quel conseil tu donnerais? Non, on se connaît pas du tout, ça c'est clair et net. On s'est tous découverts physiquement sur les pirogues. Et du coup, le conseil, c'est d'être juste soi-même, en fait, tout simplement. Si tu as des capacités à développer des affinités dans la vie de tous les jours, eh ben, c'est le moment de montrer ce que tu sais faire, entre guillemets. Mais il faut juste rester soi, et ce qui fait que tu es apprécié pour tes qualités comme tes défauts, en fait, finalement. Donc, moi, je ne me suis pas cachée d'être qui j'étais. J'ai un côté un peu sociable qui fait que j'ai ça de manière... Enfin, j'ai des facilités à parler aux gens, quoi. Mais on l'était franchement, on l'était assez... On était plus ou moins tous bien sociables, tu vois. Pour quelqu'un qui est presque introverti, par exemple, tu conseillerais l'aventure Koh-Lanta ou pas? Ouais, parce que être introverti, ça peut... Enfin, c'est pas incompatible sur une aventure comme celle-là, sauf que ça crée des difficultés, ça c'est sûr. Parce que tout seul, tu vas nulle part, quoi. Oui, non, mais ça c'est sûr. Donc, à moins que quelqu'un te prenne sous ton aile, et ce qui peut ne pas être le cas, mais sinon, quelqu'un d'introverti doit forcément faire à un moment donné des efforts, et se livrer, se dévoiler, se mélanger. Je pense que c'est plus compliqué. J'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Tout seul, tu peux vivre une aventure vraiment très dure, très dure. Ouais. Par contre, ensemble, et c'est les liens que vous avez créés et que vous gardez encore aujourd'hui, et ben en fait, ensemble, vous vivez une aventure de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Et plus tu es sociable, plus tu crées des liens, et plus tu as des facilités tout au long de l'aventure, finalement, quoi. Donc introverti, c'est pas impossible, mais ça rend l'aventure un peu plus compliquée. Voilà. Mais c'est pas incompatible. Bon, et du coup, la grande question que beaucoup de gens se posent aussi, la nourriture. Et la nourriture, comment ça se passe à Koh-Lanta? Bon, après, à part ces 10 jours, vous avez bouffé que des bigorneaux et encore, quand il y en avait. Comment toi, tu as vécu ce côté de nutrition? Eh ben, je pensais avoir beaucoup plus de difficultés que ça, de ne pas avoir de nourriture du tout, parce que nous, pour le coup, on n'avait ni manioc, ni banane, contrairement aux autres îles, et on n'avait que le riz à manger chaud, et par contre on avait énormément de crabes. Donc à partir du moment où on a eu le feu, franchement le crabe, et quand on a eu le feu, on a eu 3 kilos de riz dans la foulée, donc on a réussi à manger. Les 10 premiers jours c'était compliqué, mais franchement c'est ta tête, c'est ton cerveau qui contrôle ton estomac finalement. Ouais. Si ta tête elle te dit t'as pas faim, tu souffres pas, et ton ventre il gargouille pas, et ben ton ventre il gargouillera pas si ton cerveau l'a pas autorisé, entre guillemets. Donc je l'ai bien vécu, et après à partir du moment où on a eu le feu, on mangeait des portions minimes, mais c'était psychologiquement, ça faisait du bien. Ça te nourrissait pas de ouf. Mais tu te disais, putain, t'es requinqué pour 2 heures, tu vois. Il y a des moments où t'as vraiment eu faim? Franchement, il n'y a pas de moment où je me rappelle pas avoir eu faim de fou au point de me dire, putain, là, j'en ai marre. Tire dans tous les sens. Ça tire, mais ça va tirer 10 minutes, et après ta tête te dit, putain, mais de manière, t'auras pas à manger, donc... Et t'as trouvé justement des astuces, à part le fait de se dire justement t'auras pas à manger. T'as trouvé des astuces, je sais pas, une bêtise, peut-être boire plus d'eau, souligner quelque chose. C'est ça, on a réussi à avoir de la canne à sucre, donc déjà le goût, franchement, il faisait du bien de fou. Et après, tu le mâchouilles, quoi. Tu mâchouilles la canne à sucre. Habituellement, je sais pas, on la mange en 5 minutes. Mais non, on mettait 1h30, on gardait nos morceaux de canne à sucre dans la main, histoire de croire qu'on a un truc à manger, tu vois. D'accord. Donc, mais c'est vraiment ton cerveau qui contrôle. Tu trompes le cerveau, justement, par ça. Tu contrôles ton estomac. Ouais, de ouf, c'est ça. Hein. Okay. T'as pas d'autre solution, parce que tu sais que tu vas pas manger. Donc, ça sert à rien de te plaindre, de toute manière. Tu vas pas manger les autres non plus, donc. Ouais, il y en a 2-3 que j'aurais bien grignoté. Il y en a 2-3 que j'aurais bien grignoté, mais. Pour l'apéro. Et le sommeil, du coup, comment ça se passe? Sommeil, pas de difficulté particulière. On dirait que j'ai eu une aventure, genre j'étais en hôtel 5 étoiles. Tu me donnes presque envie de partir demain. Abusé, hein. C'est génial. Mais en fait, plusieurs mois après, tu prends tellement de recul que du coup, tu oublies les difficultés. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Moi, j'ai l'impression que mon cerveau, il est formaté pour se rappeler que du bon. Et du coup, sur place, je pense qu'au bout du 3e jour, je voulais partir, tu vois. On en avait tous marre.
Mais quelques mois après, je me dis, putain, en fait, non, c'était cool, tu vois. Et pourquoi? Ben, je sais pas. Pourquoi au bout de 3 jours, vous en avez marre, en fait? Ah, pourquoi? J'ai cru pourquoi, je me rappelle que du positif. Non, mais vaut mieux, reste comme ça. Hein. Bah oui, carrément. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu te rends compte déjà que c'est une télé, donc tu as toute la partie technique, tu as les caméras, tu as la partie production, c'est du divertissement, donc tu découvres ce milieu, tu vois. Et puis, moi qui suis impatiente, tu as énormément de temps d'attente qu'on ne voit pas à la télé, c'est normal. Mais je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de temps d'attente, surtout avant le conseil. Ouais. Tu changes d'île, tu as tout le plateau qui doit s'installer et toi t'attends que la nuit tombe et t'attends. Et tu dis putain mais on attend quoi, que le jour se lève là? Et en fait ça paraît hyper long parce qu'on n'a pas le droit de se parler pour pas créer de nouvelles stratégies avant en fait, le conseil. Donc donc c'est très très long. Et c'est là où on se dit putain mais en plus impatient comme on est là, entre Mathieu et moi et Thomas et tout ce qui s'ensuit là, laisse tomber quoi. Donc mais par contre très bien dormi, rien de... Bah, la partie, franchement, je me suis fait avoir la première nuit où il a beaucoup plu parce qu'on avait le sol qui était trempé, il devait y avoir 5 ou 6 cm d'eau. J'avais les fesses dans l'eau et à la deuxième nuit, je me suis, je crois que c'est Shanice qui m'a donné l'astuce, je me suis assise sur ma gourde et du coup j'étais en hauteur et je m'endormais comme ça, les fesses sur ma gourde et la tête recroquevillée. Et genre j'ai dû dormir 3 heures comme ça, assise, alors j'avais mal aux fesses, hein, mais au moins j'avais pas les fesses dans l'eau. Et du coup, bah, c'était ma solution un peu de repli, genre. Donc, tu trouves des solutions pour limiter les dégâts, quoi, finalement. Et de revenir après, donc, après l'aventure, justement, pour faire la transition avec le sommeil, de revenir dans un bon lit, même si toi, tu as vécu des conforts aussi. Bah, c'est ce que j'allais dire. Tu as vécu des conforts. Cette transition pendant l'aventure, donc sur du très dur, et arriver dans un bon lit, est-ce que la nuit, finalement, dans le confort, tu as vraiment bien dormi ou ton corps n'était pas habitué? Eh bien, si, j'ai vraiment bien dormi. Ah, franchement, ça faisait bizarre d'être dans un... moi, mon premier confort, c'était sur le catamaran. Donc ça, c'était vraiment cool. Et j'en ai eu 2 d'affilée. Donc finalement, quand tu commences à vraiment être crevé, tu arrives à te requinquer de ouf. Moi, dans le catamaran, franchement, j'ai fait une nuit de dingue. Après, on a eu 2 jours d'épreuve et je suis repartie à nouveau dormir dans la villa 5 étoiles. Et bon, après, je me suis fait éliminer. Donc finalement, mon retour à la réalité, il était assez doux, tu vois. Ouais, ça a été, franchement. Donc, et sur les conforts, justement, tiens, est-ce que tu as des conseils à donner quand tu as de la nourriture, entre guillemets, à volonté? Est-ce que toi, en conseil, tu dirais déglingue tout, comme ça tu te refais ton stock et tu blindes? Ou tu dirais non, justement, mange tranquillement pour ne pas que ton estomac, à un moment donné, tire trop aussi, parce que faire le yo-yo, c'est pas non plus le top du top, quoi. Bah, t'es contrôlé, hein, de toute manière. Hein. On a une équipe avec nous, hein, on a les médecins, etc. Une équipe médicale. Et donc, ils contrôlent ce qu'on mange, en tout cas la quantité. Ça veut dire que c'est notamment dans la villa 5 étoiles où on était, là, à 5, t'avais un buffet à volonté, mais t'avais quand même des conseils du médecin. Ils contrôlent ce que tu dis, ils remplissaient pas pour pas justement que tu te gaves, parce que ça peut avoir un effet inverse. Complètement. Et pour le coup, si tu tombes malade, là, pour le coup, tu rentres chez toi. Là, c'est fini. Donc pour 3 crevettes de trop. Et vraiment, ils nous expliquaient que la bouchée de trop pouvait faire que tu tombais malade. Ah, mais tu peux avoir une intoxication alimentaire. Hein. C'est ça. Un truc tout con. Hein. Bah, c'est ça, ouais. Et donc vous êtes suivi et régulé là-dessus. On est suivi. Alors, t'as la foule, ils nous laissent quand même nous faire plaisir, mais on est conscient, nous, qu'il faut qu'on soit dans le contrôle quand même. Donc, t'as un suivi, c'est pas trop dur? Non, ça va. Non, ça va. De toute manière, t'apprends à manger doucement. On sait que dans la vie de tous les jours, il faut pas manger vite, donc c'est pas là parce que tu as faim et parce que tu vois de la nourriture que tu vas changer tes habitudes. Donc toi, l'astuce que tu donnerais en plus de la canne à sucre, on va dire, c'est aussi de manger, même s'il y a une portion, tout doucement. Faut vraiment manger doucement. Grain par grain. Faut vraiment mâcher, manger doucement, apprécier ce moment et puis que tu réhabitues ton corps à manger tout doucement, quoi. Donc pas manger en grosse quantité, pour le coup. Mais en tous les cas, tu les as pas. Tu peux pas, mais si tu es amené à faire un confort et à pouvoir manger, faut vraiment manger doucement parce qu'en plus, tu as généralement toute la soirée ou toute l'après-midi, t'es pas pressé. Donc mange en 4 fois s'il faut. Profiter. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et sur l'aventure, est-ce que tu as profité aussi pour... toi, c'était un challenge personnel justement parce que tu avais une vraie envie d'aller le faire. Est-ce que tu as profité aussi des fois pour ne rien faire et faire un peu une introspection sur toi-même parfois, ou je sais pas. En gros, profiter du soleil et... en fait, on avait un cadre de fou et au bout de, je sais pas, 10-12 jours, je me suis dit, putain, j'en ai pas assez profité. Donc je m'asseyais peut-être 5-10 minutes sur mon petit rocher en disant, waouh, c'est beau. Et après, en fait, tu te dis, je me fais chier, quoi. Tu vois, il y en avait qui arrivaient à rester 3 heures comme ça, à bronzer et tout. Moi, j'arrivais pas. Et je me suis toujours dit, putain, c'est un coup, tes coéquipiers vont retenir que ce moment-là où tu es assise. Et on va estimer que tu es feignante, que tu fais rien, que tu... Toi, tu voulais vraiment... l'aventure, pour toi, c'était une aventure
collective. Exactement. Et c'était pas une aventure paysage ou dépassement. Bah, il y a du dépassement personnel, oui, mais c'était surtout partager un moment avec des autres. Ouais, si on se posait, il fallait qu'on se pose ensemble. Ouais. Je le faisais jamais toute seule. Moi, j'ai pas besoin d'être toute seule. Genre, tu sais, il y en a pas mal qui ont besoin de se retrouver 100 personnes autour. Ils ont besoin de leur moment de solitude. Moi, pas du tout. Enfin, franchement, si j'ai un moment de solitude, genre, je me sens. Tu te fais chier. C'est bizarre, tu vois. Genre, je suis pas à l'aise que quelqu'un, un crabe, qu'on me parle. Un crabe. Ouais. Et moi, à partir du moment où on se prenait ce luxe de se poser, il fallait que je le fasse avec mes coéquipiers, quoi. Ok, top. Et du coup, après l'aventure. Ouais. Après l'aventure. Donc, tu m'as dit que tu avais perdu du poids. Ouais. Le retour à la vie, entre guillemets, à la maison. Oui. Enfin, pas à la maison, mais sur le camp à côté. Oui. Vous avez quoi? Vous avez accès à la nourriture comme vous voulez. Comment, toi, du coup, tu as régulé ce passage? Est-ce que le premier jour, bim, tu as tout mangé? Ou alors tu t'es dit, non, il faut que je mange petit à petit, de plus en plus, pour revenir à quelque chose de normal? Ouais, bah tu fais en sorte, pareil, tu es encore contrôlé sur place aussi. Okay. Hein. Tu vois, dès que tu sors, on te donne une boisson gazeuse et un repas. Dès que tu sors, dès que tu es éliminé dans la foulée. Et après, par contre, pendant 3 jours, tu es amené à éventuellement pouvoir re-rentrer. Donc pendant 3 jours, tu es contrôlé de dingue pour que s'il y a un abandon, que tu re-rentres et que tu sois en forme, quoi. Et au final, moi, j'ai mangé à ma faim, mais sans me gaver non plus. Voilà. J'étais pas là boulimique de fou. Et puis, il y avait mes coéquipiers qui étaient là depuis Fred et Hervé qui étaient là depuis au moins déjà une semaine ou 2. Et qui apparemment eux s'amusaient à se lancer des défis avec Chanice et Mathieu, à celui qui bouffera le plus d'hamburgers, machin. Mais moi, laissez-moi tranquille. Parce que vous avez vraiment accès à tout. Là. On a accès à tout, ouais, on a une cuisinière. Et justement, alors, qu'est-ce qui t'a le plus manqué en termes de goût, que ce soit un burger, une entrecôte, une pizza? Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué? Tu sais, des fois, tu retournes au basique, hein, genre un bon plat de pâtes avec du gruyère. Franchement. Et puis, en Polynésie, t'as vraiment tout qui est importé de France, quoi. Enfin, en tout cas, t'as vraiment tout. Donc, à part le fromage, c'est quelque chose qui est très rare sur les îles. Donc, du coup, tu l'apprécies d'autant plus quand tu sais que ça a été apporté pour toi, quoi. Voilà, ça. Donc, voilà. Donc, juste un plat de pâtes, ça t'allait très bien, toi. Ouais, t'étais contente avec ça? Ouais, franchement, ouais. Tu sais, des salades fraîches. T'as pas envie de te gaver, en plus, il fait chaud, tu vois. Ça restait le plein été pour la Polynésie, donc pas forcément envie d'un gros plat de lasagne, tu vois, par exemple. Et comment t'as géré? Parce que c'est vrai qu'après une période de privation, moi, c'est ce que je déplore dans les régimes, hein, qu'on peut dire de yo-yo, tu vois. Les gens font une privation pour perdre du poids, mais derrière, après, ils doublent leur poids. Comment toi, t'as géré ça pour ne pas justement reprendre trop de poids? Aujourd'hui, là, tu vois, comment... Aujourd'hui, j'ai plus de poids. Je suis pas à mon poids de forme, là. T'as repris plus. Ouais. Franchement, et après, il y a eu le confinement aussi qui fait que ça n'a pas aidé du tout, les salles de sport fermées, machin. Donc, ton rythme habituel, il est coupé. Donc, ça n'empêche que tu peux aller courir, tu peux faire plein d'autres choses. Et genre, franchement, par rapport à tes 58 j'en ai perdu 6. On va dire que les 6 que j'ai perdus, je les ai repris dans les 10 jours. Ouais. Et après, là, je dirais que j'ai bien 2 voire 3 kilos en plus par rapport à ce que j'ai l'habitude de... Et c'est quoi? C'est le fait justement de la nourriture t'a manqué, donc t'as mangé, le plaisir de remanger aussi? Bah ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu ferais différemment du coup? Du coup, je reprendrais le sport forcément plus rapidement, quoi. Parce que tu te laisses un peu le temps de vivre. Au mois de décembre, tu vis. Et en fait, finalement, tu te rends compte que si tu reprends pas un rythme régulier de sport comme ton corps, t'as habitué ton corps, et bien en fait ton corps il s'habitue à un sens inverse, à rien faire et puis du coup à stocker la graisse. Il peut se dire c'est quand la prochaine aventure? C'est ça, et en fait il stocke. Donc moi vraiment le truc à faire c'est reprendre son activité sportive le plus tôt possible et pas se laisser trop de temps. Tu vois, autant pour le travail, il faut le reprendre assez rapidement parce que c'est important de ne pas rester sur son petit nuage parce que la vie continue. Autant pour le sport, je pense que 2 semaines de repos et il faut que tu reprennes tes habitudes, quoi. Et là, pour le coup, nous, toutes les salles étaient fermées, donc les sports co interdits, c'était chiant, quoi. C'était pas la meilleure des périodes. Et pareil, d'un point de vue nutrition, tu conseilles de vraiment aussi reprendre progressivement. Et pourquoi pas aussi en profiter pour faire un rééquilibrage alimentaire à ce moment-là? C'est ça. Moi, je suis très très mauvaise en termes de rééquilibrage alimentaire. Je me suis jamais intéressée, je sais que c'est hyper important, mais j'arrive pas. Franchement, je me suis toujours dit que je faisais du sport pour pouvoir manger, entre guillemets, à ma faim. Dans ce cas, à un moment donné, moi, c'est ce que je dis toujours comme principe, c'est la vie est assez dure pour ces petits moments de plaisir, et qu'on puisse les garder, tu vois. Et à un moment donné, si on a des amis qui nous invitent à manger au resto, autant aller manger au resto ensemble.
Nous, tu vois, c'est ce qu'on veut vraiment défendre sur nos salles, c'est que le restaurant qu'il y aura, c'est un restaurant plaisir. Ouais. Oui, un restaurant qui sera quand même axé sur du bien-être. Bien sûr. C'est-à-dire que nos recettes, vraiment avoir une réflexion pour ne pas être trop calorique. Ouais. Et à un moment donné, si on veut se faire plaisir, quoi. Bah, c'est ça. Et après, si tu compenses, entre guillemets, par une bonne dose de sport, exactement. C'est faisable. Après, tu as une hygiène de vie qui est généralement saine. C'est ça. Et tu vois, il n'y aura pas de souci. Après, moi, je sais que j'atteins pas mes objectifs parce que mon hygiène alimentaire, elle n'est pas à la hauteur de mes ambitions. Oui. Mais c'est pas grave. J'ai 36 ans et je sais que voilà, je changerai pas mes habitudes, mais à côté de ça. Tu le vis bien. Mais je le vis bien. Bah voilà. Je le vis très bien. C'est le plus important. Ah ouais. Si tu me dis, ouais, mais je le vis pas trop bien, etc. Ah là, je te dis, bah non, il faut changer alors. Mais... Ah non, moi, ça va très bien. Oula, non, tout va bien. Et donc, le sport, aujourd'hui, tu me dis, tu as repris le sport. J'ai pas pu re-signer de licence. Vu que je suis partie en début de saison de sport co, j'ai pas pu reprendre de licence de volley. Je le savais parce que je savais que je partais. Mais là, l'idée, c'est de... Là, vraiment, j'ai envie de faire du sport et du sport plaisir. Donc, j'ai envie de me dépenser. Donc, continuer à mes cours de cross-training, mes cours de cours collectifs, de biking, machin. Vraiment, faire mes petits entraînements en plein air, en salle, etc. Et à la fois, là, avec mon petit groupe de copines que tu connais de volleyeuses, l'idée, c'est de pouvoir vraiment créer une équipe de copines, d'amis et de jouer entre nous, quoi. D'accord. Vraiment, et pas se prendre la tête. Donc, pas de championnat. Alors, championnat, mais tu vois, en semaine. Bon, ça fait 20 ans que je joue en week-end. Là, ma vie personnelle fait que j'ai envie d'avoir mes week-ends de libre. Et j'évolue comme ça. Et du coup, j'ai envie... Ça existe, ce type de championnat? Ouais, c'est un championnat de compétition en semaine. Pour ceux qui ont justement passé des années et des années à jouer en week-end. C'est cool. Donc là, c'est vraiment l'objectif compète avec mes potes. Donc on te verra sur les terrains à partir de septembre. Oui, ça va être cool. Ça, je veux venir voir. Ah ouais, j'ai hâte. On a hâte, ouais. Et sur le sport, un peu, de continuer un peu sur des épreuves qui ont pu être faites pendant le Koh-Lanta. Ouais. Est-ce que tu t'es découvert, par exemple, je pense que les gens qui ne te connaissaient pas, moi non plus, je ne te connaissais pas cette passion-là ou cette qualité pour le tir à l'arc. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu t'es découvert une passion où ça t'a ravivé des souvenirs et tu te dis, maintenant, je veux faire du tir à l'arc? Eh ben, c'est dingue parce que le tir à l'arc, il y a la partie technique qui est très importante et tu as aussi le facteur affinité. Et j'ai cumulé les deux. Ça veut dire qu'on m'a pas cassé mes flèches, ce qui fait que j'ai pu aller loin. Et à la fois, j'avais la technique. Mais je m'étais pas entraînée avant de partir à Koh-Lanta. Ça veut dire que moi, ça fait 2-3 étés que j'emmène mes enfants aux arcs. Donc dans la station de ski et l'été, du coup. On a quand même vu que tu avais la technique parce que tu n'as pas voulu la donner tout de suite. Oui. Et on a vu que tu avais, moi qui ai fait du tir à l'arc avant, tu vois, j'ai vu tout de suite, tu as placé tes appuis, tu as mis une rotation au niveau du buste, tu avais ton regard qui était aligné, tout. Donc tu avais la technique du tir à l'arc, tu vois. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises quand j'avais 20 ans, tu vois, quand j'étais animatrice en centre de loisirs, etc. J'ai jamais pris de licence de tir à l'arc. Là, quand j'emmène mes enfants l'été aux arcs, il y a tout un tas d'activités. C'est très multisport. Et ils vont au tir à l'arc, mais je m'entraîne pas spécialement avec eux. Et en fait, je pense que c'est des compétences que j'ai acquises très tôt dans ma jeunesse, on va dire, et qui restent en fait finalement. Donc, j'aurais aimé m'entraîner, mais pour le coup, j'en ai pas eu besoin. Et les affinités ont fait qu'on m'a pas cassé ma flèche et que j'ai pu aller très loin. Et aujourd'hui, tu n'as pas envie de spécialement reprendre le tir à l'arc? Non, pas spécialement. Non, mais ça m'a prouvé que les compétences que tu as développées en étant jeune, elles te servent 20 ans après. Donc ça fait plaisir de fou, ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu vois, aujourd'hui, on est dans une société où on a plutôt tendance à spécialiser les gens et notamment dans les sports très jeunes. Bah oui. Tu vois, on parle du volley, mais moi je parle du basket, mais où on met les gamins de plus en plus tôt dans le sport et on leur dit vous ferez que ça, vous ferez que ça, vous ferez que ça. Alors que moi j'ai plutôt tendance à dire non, faites un maximum de sport parce que à un moment donné, quoi qu'il arrive, ça vous servira dans votre vie. Bah c'est ça. Moi, tu vois, j'ai tendance à... C'est génial parce que tu es en train de me dire, il y a tous les sports que j'ai fait avant, ça m'a servi pour Koh-Lanta. Bah c'est ça. Et tu vois, j'aurais tendance à être ce type de maman-là, tu vois, à booster mes enfants à la natation pour qu'ils soient très très performants dans cette discipline-là, mais à la fois, je booste un maximum pour qu'ils soient polyvalents de fou, tu vois. Qu'ils fassent du multisport. Ben oui. Touche à tout. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être très performant dans une discipline et prendre le temps d'en faire d'autres aussi. Alors, c'est compliqué parce que ça prend du temps, mais oui, après, je pense que c'est aussi, tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils sont souvent dans les écrans, tu vois, alors qu'à nos époques, nous, ou ne serait-ce que même à l'école, tu vois, nous, on grimpait aux arbres, on faisait des trucs. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, tu vois. Ah bah, les c'est pour ça écrans, que cet éducatif
que tu peux avoir auprès des enfants, toi, ouais. ou ne serait-ce que cette culture que tu peux leur apporter, ouais. bah, hyper enrichissante. Bah, c'est ça. Et moi, je suis contre les écrans, vraiment, enfin, en tout cas, si c'est activité sportive, activité culturelle, activité tout ce que tu veux, mais les écrans, on n'a pas le temps, quoi. C'est top. Et bon, du coup, maintenant, ouais. tes projets, en quelques mots, à un moment donné, il ne faut pas tout dévoiler non plus, il faut rester un peu mystérieuse. Ouais. Mais tes projets en quelques mots d'après Koh-Lanta. Eh ben, encore une fois, on en revient à ce que j'ai pu prouver, montrer dans mes débuts de milieu professionnel, font qu'aujourd'hui, on m'a proposé de travailler pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, un gros poste, gros poste, c'est un de mes anciens chefs qui m'a contacté et qui me fait confiance. Et pour le coup, j'ai hâte de démarrer cette belle aventure. Donc voilà, c'est en pourparler, mais c'est très concret. Là, ça va bientôt approcher, donc je suis très contente. Bah, félicitations. Ouais, merci. J'ai une dernière petite question. Oui. Si tu devais refaire Koh-Lanta, tu le refais? Si je devais refaire Koh-Lanta, je repartirais sans me poser de questions. Ouais, c'est clair. C'est une belle aventure. Donc s'il y a un comeback des anciens, tu le... Je pars direct. En tout cas, je passerai le casting au même titre que d'autres aventuriers pour aller jusqu'au bout, c'est clair. Bah, merci beaucoup Myriam, en tout cas c'était génial d'échanger avec toi. Merci à toi Mathieu, c'est trop cool, grave. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.